J'ai le plaisir de reprendre la parole pour parler de cyberconflictualité. Alors c'est un sujet qu'on traite occlusif depuis plusieurs années maintenant, sous des angles géopolitiques avec différents thèmes. En 2015, le sujet avait été introduit notamment avec le conflit cyber entre les USA et la Chine. 2016 avait mis en avant les équipes russes avec les fins de Sibir et les premières campagnes de désinformation. 2017, effectivement, enjeux politiques locaux avec l'élection du président Macron et puis la possible intrusion maintenant avérée des services russes sur cette élection. Et puis on a continué en 2018 et en 2019 avec les problématiques d'attribution et puis le recours systématique maintenant comme levier classique dans la géopolitique, avec notamment le retour sur Olympic Games, Stuxnet, beaucoup d'informations qui a été rendues publiques dès 2019. Alors cette année, on a décidé de faire un focus sur encore une problématique de bloc entre l'Est, l'Ouest et cette fois-ci l'Europe, mais également un focus plus refermé sur trois pays, la Turquie, le Mali et la France, sur lesquels on aura des questions ouvertes qui auront des réponses sûrement dans les années à suivre. Les années à suivre, c'est effectivement une façon de traiter les choses, parce qu'on voit, grâce aux indictments, donc aux actes d'accusation qui sont publiés aux États-Unis, notamment en 2020, beaucoup d'informations sur les années précédentes, parce qu'on remonte parfois 4, 5, 6 ans dans le passé pour éclairer ces informations. Donc, notamment cette année, APT41, 5 membres chinois donc, qui constituent APT41, donc connus sous différents noms, Barium, Winty, Wikpanda, etc., etc. C'est en fait un groupe de cyberespionnage qui opère depuis 2012, donc il a fallu 8 ans de temps judiciaire et d'enquête pour clairement identifier ces Chinois qui travaillent en fait pour une société spécialisée en cybersécurité, Chengdu 404 Network Technology, qui est en fait opérée par une émanation du gouvernement de la République populaire de Chine. Selon ces documents, on apprend que ces prestataires sont en fait actifs depuis 2008, spécialisés sur notamment des jeux vidéo ou des problématiques Internet, et qui sont progressivement venus sur les attaques qui les ont rendus célèbres, notamment par tiers, donc supply chain. Alors, on a également d'autres éclairages qui nous sont donnés par un deuxième indictment, cette fois-ci qui va cibler 6 officiers du renseignement russe qui sont accusés d'avoir produit le malware le plus destructif au monde. Donc, ils se sont illustrés par l'attaque sur le système électrique d'Ukraine en décembre 2015, puisqu'ils ont plongé plusieurs centaines de milliers de personnes dans le noir en plein hiver, mais aussi le très fameux NotPetya en 2017, et puis en 2017, l'intrusion dans les élections françaises présidentielles, avec également une problématique autour des Jeux Olympiques avec Olympic Destroyer en 2018. Cet acte d'accusation est très important parce qu'il démonte la mécanique opératoire de ce groupe en donnant des détails très précis sur quel opérateur a quelle capacité. Donc on voit par exemple le nom de la personne qui a directement été responsable de NotPetya ou de Olympic Destroyer, ou celui qui est intervenu dans l'élection française. Et si on va encore plus dans le détail en lisant le document qui est public sur le site de la justice américaine, on est capable de voir que là, c'est un peu la problématique de l'arroseur arrosé, puisque c'est effectivement dans un acte d'accusation le reproche d'avoir utilisé une vulnérabilité Eternal Blue, qui est bien connue, puisqu'elle est a priori un des outils volés à la NSA et qui est maintenant utilisé dans des attaques par un autre pays. Donc ça repose bien une question de cyber-dissémination des armes numériques. Alors l'Europe a réagi. On a une première réaction en mai, puisque l'Allemagne a émis un mandat d'arrêt contre ces mêmes groupes russes, Dimitri Sergeyevitch Badin, soupçonné d'être le principal attaque de l'auteur d'être l'auteur principal de cette attaque contre le Parlement allemand. Et puis l'Europe en tant que telle a aussi pris la parole, puisque le commissaire Thierry Breton commence à parler alors pas de bouclier européen justement, mais
d'autonomie et de souveraineté numérique européenne, avec une réaction qui est même encore plus forte, puisque en octobre, l'Union européenne a infligé des restrictions dans le cadre d'accusations de cette cyberattaque contre le GRU et une entreprise nord-coréenne. L'Europe doit se doter d'une capacité de cyberdissuasion, selon les termes de Thierry Breton. Alors pour préparer 2021, 3 interrogations. Un nom de code, FXMSP, qui se présente comme le dieu des réseaux, dont on connaît maintenant l'identité et qui s'est rendu célèbre depuis plusieurs années, notamment en attaquant déjà des spécialistes de cybersécurité informatique en 2019. Cette personne du Kazakhstan de 37 ans est aussi mentionnée dans une attaque dont on reparlera, évidemment, SolarWinds, où son nom a été cité comme un des possibles fournisseurs d'accès dès 2017 dans des forums spécialisés. Deuxième interrogation, la Turquie. On a vu en 2021 la Turquie utiliser des attaques simples, prise de contrôle de réseaux sociaux, d'hommes politiques français ou de journalistes, et effectivement mise en place de la caisse de résonance bien habituelle autour de ces réseaux sociaux, pour revendiquer l'existence cyber, sans toutefois aller beaucoup plus loin que ces attaques sur des réseaux sociaux, complétées par des attaques de type déni de service contre la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque celle-ci émet des avis qui, bien sûr, peuvent déplaire au président Erdogan, puisqu'il s'agit de discuter de la condition d'un opposant kurde, en tout cas pro-kurde, et qui donc est effectivement ciblé. La Cour européenne des droits de l'homme est ciblée dans ce cadre-là pour sa prise de position mal ressentie, vécue par la Turquie. Dernière interrogation, la France. La France qui, selon le rapport émis par Graphica, aura été prise cette année la main dans le sac. En décembre 2020, Facebook met fin à une opération d'interférence cyber en Afrique, émanant, selon ces termes, d'individus liés à l'armée française. Alors très concrètement, des profils sur les réseaux sociaux ont été créés sur la base de photos prises sur Internet, et ces profils se sont exprimés avec systématiquement un soutien apporté aux actions de façon à promouvoir l'activité de l'armée française dans la région, et puis des combats, des trolls, qui vont jusqu'à critiquer l'armée russe, qui est aussi très présente dans la région, en présentant les Russes comme des profils gays et alcooliques. Donc vraiment du trolling de base, des combats sur les réseaux sociaux qui sont un petit peu dérisoires, mais qui sont peut-être le signe effectivement d'une action et d'une interférence française dans la région face aux Russes, qui donc a été arrêté par Facebook. Pas de réaction officielle du gouvernement français sur cette opération à ce niveau-là. Alors on l'attendait en 2020, l'élection américaine a été un très très gros sujet, donc je propose à Réna de couvrir et de faire un petit retour cyber sur cette élection américaine. Donc effectivement, les élections américaines 2020, on les attendait limite de façon fébrile. Ce qu'on a vu en fait, c'est qu'il y a eu effectivement quelques irrégularités. On a failli avoir un drame dès le mois de mai avec la menace de la part des opérateurs de rançongiciel Revil de publier des informations compromettantes sur Donald Trump si une rançon de 42 millions n'était pas payée. Les infos viendraient apparemment d'un cabinet d'avocats qui défend entre autres Lady Gaga. On n'a rien vu, malheureusement ou pas, mais toujours est-il en fait que les yeux étaient quand même beaucoup plus tournés et les regards étaient beaucoup plus tournés en fait vers la Russie, notamment depuis 2016. Ce qui a été intéressant, c'est de lire l'annonce en décembre 2020 de la présence en fait de militaires du cybercommande américain en Estonie et au Monténégro, donc des pays qui sont traditionnellement des cibles de la Russie. Et en fait, ces militaires-là ont travaillé, on ne connaît pas en fait la nature de cette collaboration avec les pouvoirs sur place. Et peut-être qu'un jour, on saura si cette présence a en fait effectivement empêché des opérations d'ingérence russe. Toujours est-il en fait que
Euh, Tout n'a pas été calme sur le front de l'Est. On peut parler par exemple d'un proxy ukrainien en parlant du député Andriy Derkach qui a tenté en 2020 de nouveau, en publiant des vidéos de dénigrement de Biden, de porter la voix, on va dire, présumée du Kremlin. Malheureusement pour lui, cette tentative s'est soldée par un échec parce que la vidéo qui a été publiée sur YouTube était en fait beaucoup trop complexe pour l'auditeur lambda à comprendre. Donc, de la part d'autres pouvoirs, typiquement chinois, on aurait pu s'attendre de voir de l'ingérence, mais d'après les services de renseignement américains, rien n'a été constaté de ce côté-là. Toutefois, en lisant les communications publiques du FBI, on a constaté une activité cyber de la part de l'Iran. Typiquement, on a vu énormément de désinformation en provenance de ce qui a été défini comme des groupuscules iraniens, que ce soit pendant la campagne ou depuis le 3 novembre, des menaces ont été adressées aux fonctionnaires américains impliqués dans le décompte des résultats. D'un point de vue cyber pur, la CISA, donc l'équivalent de l'ANSSI aux États-Unis, a annoncé que les élections de 2020 ont été les plus sûres de l'histoire américaine. Le plus gros problème a été en fait la désinformation domestique. Il y a eu énormément d'annonces de pédagogie, de mise en garde, d'évaluation de l'impact en fait de cette désinformation-là, pour rassurer aussi les électeurs. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est une activité très forte, iranienne, mais surtout domestique, qui s'est soldée par des robocalls, par des mensonges, par des faux guides des lecteurs, etc. etc. Donc, aujourd'hui, on sait, M. Biden a été élu. Il aura en fait de nombreux défis à gérer dans les années à venir, notamment justement l'ingérence étrangère et la désinformation, qu'elle soit domestique ou pas, font partie de ces défis-là. Mais il y a également une stratégie fédérale de cybersécurité à construire, notamment parce que pendant la présidence de Trump, il y a eu quand même des autorisations, des executive orders et un blanc-seing en fait plus général donné à certaines agences de renseignement sur des activités offensives. Donc, il s'agit notamment du hackback, donc de la réponse, que l'attribution soit correcte ou pas, c'est un autre sujet, mais également d'une démarche qualifiée d'engagement persistant. En très bref, c'est assurer une présence cyber des forces américaines dans les actifs d'autres acteurs étatiques et en fait leur donner l'autorisation de réagir de façon préventive, toujours en fait, sur les actifs d'autres acteurs étatiques. Donc, potentiellement, l'un des plus gros défis de l'administration Biden, ce sera l'apaisement avec la Chine. Donc, on a vu énormément de tensions commerciales, mais également cyber, qui ont été un peu moins visibles peut-être, des inculpations d'étudiants accusés d'espionnage, ou de pirates, cette fois, qui ont réussi visiblement à exfiltrer des données technologiques stratégiques. Et un ping-pong en fait très réglementaire très tendu entre la Chine et les États-Unis, où l'un introduit une mesure restrictive, l'autre répond dans la surenchère, etc., etc. Et notamment, je laisse la parole à Luc pour vous parler de façon un peu plus spécifique des deux feuilletons qui ont émaillé l'actualité de 2020, Zoom et TikTok. Alors effectivement, une guerre technologique sous-jacente, en particulier si on essaie de se mettre du côté des Chinois, où il y a énormément de logiciels américains qui sont interdits, et donc on a effectivement une activité conquérante de développement d'applications. Alors, on a fait quelques choix. Un premier sur Zoom, pourquoi ?
parce que c'est une application qui a connu un succès colossal en 2020 du fait de la pandémie, et puis qu'elle a été au centre de plusieurs polémiques. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 millions d'utilisateurs depuis mars 2020, des questions sur l'envoi de données en Chine, la personnalité de son fondateur, donc Eric Yuan, qui est chinois, des problématiques de Zoom bombing, donc de perturbation de réunions pour des problématiques de sécurité, et tout ça a amené des annonces très fortes de la part de l'entreprise sur le chiffrement de bout en bout et la mise en place d'un plan de sécurité à 90 jours avec des stars comme Alex Stamos, l'ancien directeur de la sécurité de Facebook, et le rachat de sociétés spécialisées. Tout ça, c'est quand même un problème qui fait que actuellement Zoom, après avoir en fait menti à ses utilisateurs, se retrouve toujours dans la tourmente. C'est une société californienne, mais qui est suivie par la Commission fédérale du commerce. C'est quand même un sujet assez exceptionnel. Et puis toujours ces problématiques de possibles censeurs qui sont à l'intérieur des équipes opérationnelles de Zoom et qui se permettraient d'interrompre des meetings, notamment lorsque ce sont des conférences qui sont favorables à des opposants au régime. Donc une situation qui n'est pas claire. TikTok, deuxième exemple, cette fois-ci un géant chinois qui part à la conquête de son marché, donc éventuellement américain, qui a été présenté comme à démanteler, à racheter, à faire passer pour couvert américain. La problématique, elle est en fait aussi relativement simple, un camouflet qui a été imposé à Donald Trump, puisque des opposants ont utilisé TikTok de façon virale pour pirater, hacker le meeting de Tulsa, où quasiment l'ensemble des billets ont été achetés par des opposants. Et donc le meeting s'est déroulé en conditions sanitaires maximum, mais en salle vide. Une troisième et dernière question sur cette confrontation technologique classique. Via la politique de mise en place de portes dérobées par les États-Unis dans certains de leurs produits, une commission sénatoriale a eu lieu cette année, n'a pas permis d'éclaircir complètement, voire très peu, la politique de mise en place de backdoor dans ces produits de sécurité. Aujourd'hui, la NSA concède avoir des processus d'analyse de l'impact dans le cadre d'une backdoor découverte et utilisée par un autre État, mais le détail de ces impacts et puis la communication autour de cette politique reste absolument minimaliste, donc une grosse insatisfaction de la part des parlementaires en charge de cette enquête. Ces techniques autour de Zoom, de TikTok ou du backdooring sont assez classiques, mais l'année 2020 a montré aussi l'ouverture de cette guerre vers d'autres technologies dites de rupture, sur lequel je vais proposer à Rena de nous faire un petit tableau brossé des enjeux. Du coup, oui, parce que en fait, toute la guerre technologique sous-jacente dont on vient de parler, qui se résume potentiellement à une guerre froide, en fait, ne saurait se départir aussi des technologies de rupture. Donc, bien sûr, quand on parle de technologie de rupture, on pense très vite à la 5G. Pour l'instant, on n'a que, entre guillemets, des bisbilles politiques entre l'administration de Trump qui blacklist des équipementiers chinois, etc., et des promesses de la part du candidat et maintenant président Biden de travailler en fait en partenariat avec les alliés pour résoudre cette question de la 5G. On verra bien ce que ça donne. Donc, et il est très difficile en fait de parler effectivement de cybercriminalité sur le sujet 5G parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Toujours est-il que ce sujet-là continuera en fait à rythmer le sujet cyberconflictualité, dont on a finalement choisi de parler aujourd'hui. Un autre sujet de technologie de rupture est l'intelligence artificielle. En 2020, même si effectivement ça reste un peu plus, ça reste toujours un sujet dont on parle, mais personne ne l'a vraiment vu, comme le Père Noël, en fait, on a vu au moins deux vulnérabilités, ou en tout cas deux vecteurs d'attaque possibles, en fait, liés à des composants de machine learning. Donc l'un qui fait partie en fait d'un outil de cybersécurité commerciale. Il y a une CVE dédiée. Et l'autre, en fait, vecteur d'attaque, c'est l'empoisonnement des données
qui servent finalement à entraîner ces algorithmes et donc peuvent entraîner par exemple des problèmes de classification, ce qui en fait enlève pas mal de l'intérêt finalement de l'IA si elle est susceptible en fait dans sa facture à être affectée. Les voitures autonomes sont un autre sujet qui va être très rapidement à la table, même si pour l'instant c'est une basse priorité des cyberdélinquants et ou cybercriminels. Toujours est-il que Biden, mais pas seulement, aura la charge d'unifier les différents cadres légaux des différents États pour en faire un cadre fédéral harmonisé. Et enfin, nous avons décidé de faire un peu un focus sur le sujet du spatial parce que l'exosphère, hein, les opérations, les explorations spatiales en fait sont revenues sur le devant de la scène comme un sujet cybermenace en 2020. Donc effectivement en 2020 et en 2021 encore plus, il est évident que le sujet spatial n'est plus du tout l'apanage des seuls États-Unis ou Russie. On a vu des alunissages chinois, des sondes japonaises, des sondes envoyées sur Mars de la part de l'Union européenne, etc., etc. Donc il y a eu énormément d'activités en fait cette année sur ce volet-là, malgré la Covid. En tout cas, côté mondial, on va dire, même si côté États-Unis, il y a eu moins d'événements, mais beaucoup plus de doctrine. Et c'est là où en fait on a vu que la France, d'une part, a réagi à ces développements-là en surnommant finalement ou en nommant son armée de l'air et de l'espace et lui a fléché environ 5 milliards d'euros à l'horizon 2025 sur le seul volet espace. Et côté américain, on a vu en fait une doctrine émerger qui est à la fois défensive et offensive pour tout ce qui concerne le spatial. On va avoir également toujours aux États-Unis une consolidation qui a débuté en 2020 des partenariats publics-privés, notamment avec le lancement par une société privée d'une sorte de Red Team dédié aux satellites, qui est la première offre au monde, en tout cas dont on connaît l'existence pour l'instant. Et pour finir sur ce sujet-là, qui, encore une fois, émerge cette fois côté iranien, toujours, il y a eu cette inculpation par le Department of Justice américain de pirates iraniens qui auraient visiblement dérobé des informations stratégiques, technologiques, liées au spatial et à la sécurité des satellites. Donc on verra bien comment l'administration Biden adressera ces sujets-là dans déjà l'année à venir. Et pour finir, hein, le clou de la fin, je repasse la parole à Luc pour nous parler du Big One. Le Big One dont on parlera évidemment tout au long de l'année 2021 et rendez-vous pour le Panocrime 2021, début 2022, avec évidemment beaucoup de logos de sociétés très connues américaines, spécialistes de cybersécurité ou pas, qui sont aujourd'hui en train d'être identifiés sur un tourbillon qui sera vraiment, je pense, au cœur du sujet géopolitique de l'année 2021.